En théorie, il ne devrait jamais subsister d'insecticides dans les aliments que nous consommons. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, il en reste seulement des traces, trop faibles pour nous empoisonner rapidement. Mais comment savoir si, à la longue, ces traces ne favoriseront pas un trouble plus grave? Le cancer, par exemple. Toutes les bonnes questions ont déjà été posées il y a 50 ans. Si les pesticides sont toxiques au point de rendre malades leurs utilisateurs, qu'en est-il des résidus que l'on retrouve sur les fruits et légumes traités? Peuvent-ils nous rendre malades, nous les consommateurs? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre comment fonctionne la réglementation des produits chimiques. Le système en vigueur a été élaboré à la fin des années 1950 sous la houlette de l'OMS en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En fouillant dans les archives, j'ai découvert qu'un toxicologue français a joué un rôle capital dans la mise en place des outils destinés à réglementer les substances chimiques qui entrent en contact avec nos aliments. Il s'appelait René Truot et il avait été interviewé par mes collègues il y a 50 ans. On peut dire qu'il faudrait donc, face à la poussée de la chimie, augmenter l'armement préventif, en quelque sorte. Si vous me permettez de faire une comparaison, au siècle dernier, lorsque ce citoyen du monde que fut Pasteur a découvert le danger des bactéries, eh bien, dans le domaine alimentaire spécifiquement, on a accordé une très grande importance au contrôle microbiologique des aliments. Et on a fondé toute une série de laboratoires pour effectuer ce contrôle. Eh bien, il faudrait qu'il en soit de même dans le cas du contrôle des agents chimiques ajoutés aux aliments, parce que leurs dangers, pour être plus insidieux, moins spectaculaires, si vous voulez, n'en sont, à mon avis, certainement pas moins graves. René Truot est considéré comme le père de ce que l'on appelle la dose journalière admissible ou acceptable dans le jargon DJA. D'abord conçu pour la réglementation des additifs alimentaires, cet outil capital de la toxicologie a ensuite été étendu aux résidus de pesticides. Voici la définition qu'en donne René Truot. La dose journalière admissible est la quantité d'additifs alimentaires qui peut être ingérée quotidiennement et pendant toute une vie sans aucun risque. Curieusement, personne ne sait vraiment comment la DJA a été inventée, alors qu'elle est censée protéger notre santé des risques chimiques. La seule personne que j'ai trouvée s'appelle Diane Benford, toxicologue à l'Agence britannique des normes alimentaires. Elle est l'auteure d'un document intitulé La dose journalière admissible, un outil pour assurer la sécurité des aliments. Il a été publié par l'ILSI, un organisme qui est financé par les multinationales de la chimie et de l'agroalimentaire. Dans sa partie historique, Diane Benford se contente de nommer René Truot et de citer Paracels, un médecin suisse du XVIe siècle, considéré comme le fondateur de la toxicologie. Tout peut être poison, c'est la dose qui fait la différence entre un poison et un remède. Le concept qui constitue la base de la DJA, c'est le principe de Paracels, la dose fait le poison. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela signifie que la probabilité d'avoir des effets toxiques augmente avec la dose. Mais fondamentalement, c'est vrai pour tout, y compris pour l'eau ou l'oxygène, sans lesquels nous ne pouvons vivre. Si nous en absorbons en trop grande quantité, cela peut être aussi nocif. Avec la plupart des éléments, plus la dose est faible, plus la probabilité d'avoir des effets négatifs diminue. C'est ce que les toxicologues appellent la relation dose-effet? C'est cela. Non seulement la gravité de l'effet augmente avec la dose, mais aussi le nombre d'individus qui ont une réaction négative. Si je comprends bien, tout le processus d'évaluation part du principe que les substances chimiques sont toxiques et on essaie de trouver une dose qui est censée ne produire aucun effet. Oui. As this demonstration shows, a single drop kept on high can be fatal.
Concrètement, la dose journalière admissible est calculée à partir d'études réalisées sur des animaux de laboratoire. Première étape, on expose les cobayes à une dose élevée de produits chimiques, généralement par voie orale. Le but est de déterminer ce que l'on appelle la dose létale, ou dans le jargon la DL50, c'est-à-dire la dose qui tue la moitié des animaux. Deuxième étape, on diminue la dose pour observer les effets sur les cobayes. On recherche toute une série d'effets nocifs possibles. Par exemple, on essaie de savoir si le produit endommage les tissus ou les organes, s'il provoque des effets sur le système nerveux ou immunitaire, et on s'intéresse tout particulièrement à son potentiel cancérigène, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui préoccupe les gens. On répète l'expérience jusqu'à obtenir une dose qui apparemment ne provoque aucun effet sur les animaux. C'est ce que l'on appelle la NOAEL, c'est-à-dire la dose sans effet toxique observé. Puis, pour calculer la DJA, qui servira de référence pour les humains, on applique un facteur de sécurité en divisant la NOAEL par 100. Finalement, la DJA est une valeur exprimée en milligrammes de produit par kilo de poids corporel. Prenons l'exemple d'un pesticide qui a une DJA de 0,2 mg. Si le consommateur pèse 60 kg, il est donc censé pouvoir ingérer 60 fois 0,2 mg, donc 12 mg de pesticides par jour et pendant toute sa vie, sans que sa santé en soit affectée. Peut-on dire que la dose sans effet toxique observé est un seuil de sécurité? Dans la vie, il n'y a aucun domaine où l'on puisse garantir une sécurité absolue. En fait, cela dépend de la qualité des études conduites sur les animaux. Si l'étude est médiocre, on risque d'être passé à côté des faits qu'on aurait pu observer dans une étude de très bonne qualité. C'est une mesure floue qui n'est pas extrêmement précise. C'est pourquoi les gestionnaires utilisent un facteur d'incertitude. L'approche standard utilisée depuis des années par les toxicologues consiste à appliquer un facteur de 100. On considère que c'est d'abord un facteur de 10 pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les animaux et les humains, puis un nouveau facteur de 10 pour les différences de sensibilité entre les humains eux-mêmes. La question est de savoir si c'est suffisant. Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'un facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité humaine est beaucoup trop faible. Pour une même dose, l'effet pourra être nul pour certaines personnes, mais il pourra être énorme pour d'autres. Le facteur de sécurité qui est censé être de 100 est un chiffre tombé du ciel et griffonné sur un cadenas. Ça s'est décidé à 4 autour d'une table. C'est ce qu'a raconté Bob Shiplan, un ancien de la Food and Drug Administration, dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Il a dit « C'était dans les années 60. Il fallait que nous trouvions une manière de déterminer quel niveau de produit on pouvait autoriser sur les aliments. On s'est réunis, et voilà, on l'a fait. » En attendant, la DJA constitue la valeur de référence absolue pour les experts chargés de réglementer les produits chimiques qui contaminent notre chaîne alimentaire, comme ici à l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. Est-ce que vous estimez que c'est un concept scientifique, la DJA? Oui, j'ose bien l'espérer, oui, bien sûr. C'est le résultat, bien sûr, de recherches scientifiques. Il y a un consensus dans le monde scientifique qu'il y a lieu de fixer une DJA. Ce n'est pas un concept scientifique. D'abord parce que ce n'est pas une valeur qui caractérise l'étendue du risque, mais son acceptabilité. Or, l'acceptabilité est une notion essentiellement sociale, normative, politique ou commerciale. Acceptable. Mais acceptable pour qui?
Et derrière la notion d'acceptabilité, il y a toujours la question, est-ce que le risque est acceptable au regard d'un bénéfice supposé? Mais ceux qui profitent de l'utilisation des produits chimiques sont toujours les entreprises et pas les consommateurs. Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent les bénéfices. And although our knowledge of pesticides is still incomplete, research has given some of the answers, making economic poisons safer to use. Men have been drinking measured amounts of diluted pesticide for several months in this long-range test. In companion studies, samples of fruit, vegetables, and other food products are collected and analyzed for poisonous residue, and complete meals are analyzed to determine the average daily consumption of pesticide contained in the food we eat. C'était exactement la question que je me posais. À quoi sert la DJA si on ne tient pas compte du niveau de résidus de pesticides que l'on trouve sur les fruits et légumes traités? Pour cela, les experts ont inventé un second outil indissociable de la DJA, les limites maximales de résidus, dans le jargon LMR. C'est quoi les LMR? Donc, c'est la quantité qui peut se trouver dans une denrée alimentaire. Quantité exprimée en milligrammes de pesticides, de résidus de pesticides par kilogramme de denrées alimentaires. Donc la fixation des LMR, c'est le résultat d'un processus fort complexe. Fort complexe en effet. Prenons l'exemple d'un insecticide qui a une dose journalière admissible de 0,01 mg par kilo de poids corporel. Cet insecticide peut être utilisé sur une vingtaine de fruits et légumes. Comment savoir si nous, les consommateurs, n'atteindrons pas en un jour la dose de l'insecticide considérée comme acceptable? Pour cela, les gestionnaires doivent évaluer notre exposition potentielle en mesurant la quantité de résidus qui restent sur chaque produit agricole après la récolte grâce à des essais en champ. Et puis il faut des études de consommation pour déterminer quels fruits et légumes et en quelle quantité nous mangeons quotidiennement en tenant compte des habitudes alimentaires qui varient d'un pays ou d'un continent à l'autre. Le résultat des milliers de chiffres permettant d'établir les limites maximales de résidus autorisés aliment par aliment. Qui fixe ces chiffres? Un organisme des Nations Unies qui répond au nom barbare de Codex Alimentarius. Chargé d'élaborer les normes alimentaires au niveau international, il est conseillé par 2 comités qui dépendent de l'OMS et de la FAO. Le comité mixte des experts sur les additifs alimentaires, appelé GECFA, et le comité mixte sur les résidus de pesticides, ou JMPR.